Hola mis pequeños dinosaurios! On se retrouve aujourd'hui pour parler du haut potentiel intellectuel, enfin. Ah, c'est un sujet controversé qui déchaîne les passions. En effet, le HPI est entouré d'une tonne d'idées reçues, de fausses croyances et de préjugés. L'idée va être d'aborder ici ce qu'est réellement le haut potentiel intellectuel en regard de ce qui a déjà été exploré dans la littérature scientifique. Est-ce qu'avoir un haut potentiel intellectuel nous rend hypersensibles, plus sujets à la dépression, au TDAH ou à l'échec scolaire? Pour le savoir, montez à bord du Dinobus que je démarre le temps du générique. Allez, chauffe Maurice! Ouais, Marcel, c'était déjà pris. C'est parti pour le Dinobus, let's go! Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. NANI? Et si on commençait par une question qui fâche? Qu'est-ce que l'intelligence? Bon, on a déjà tenté d'essayer de répondre un petit peu à cette question dans la vidéo que vous retrouverez juste ici. Quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle de l'intelligence telle qu'elle est conçue dans nos sociétés occidentales, et donc souvent selon des aspects très académiques, scolaires finalement. On parle d'intelligence logico-mathématique, de vocabulaire, de culture générale, de compréhension verbale, de vitesse de raisonnement, etc. On l'appelle aussi l'intelligence générale. Hop, écartons tout de suite la controverse. L'intelligence peut être considérée sous plein d'aspects en soi. Social, émotionnel, musical, corporel, etc. Et ce sont d'ailleurs des types d'intelligence de plus en plus investigués, considérés, évalués dans la littérature scientifique. Et même si tout n'est pas encore très clair sur ces points-là, les choses avancent petit à petit. Pour ma part, je pense effectivement qu'il serait dommage de considérer que l'intelligence est uniquement scolaire, logique, verbale. À suivre donc. Mais encore une fois, quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle de cette intelligence générale justement, et on ne peut donc pas couper à cette définition. L'intelligence s'estime avec le fameux chiffre du QI, qui veut dire quotient intellectuel. Alors qu'à l'heure actuelle, contrairement à ses débuts, le QI n'est plus du tout un quotient finalement d'ailleurs. Celui-ci se mesure avec des échelles normées, standardisées, étalonnées au niveau de toute la population. Les plus utilisées de ces échelles étant les échelles de Wechsler. Pour les adultes par exemple, on a la Weiss 4, bientôt la 5, qui s'utilise à partir de 16 ans. Chez les enfants, on retrouvera par exemple la WPPSI 4, de 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 7 ans, et la plus connue, la WISC 5, de 6 à 17 ans. Mais le QI finalement, c'est un score que l'on mesure à un instant T auprès d'un ou une psychologue et dans un contexte particulier. Pour citer Leonard Van Etzel, psychologue, le maximum que l'on peut faire dire à nos tests est « Il est parmi les 2,27% les plus forts, les plus efficients, à ce test cognitif, à ce moment donné de son développement, et en ma présence. » L'évaluation va aussi comporter des erreurs de mesure, des biais, et pour essayer d'en tenir compte, on a ce que l'on appelle des intervalles de confiance. C'est-à-dire qu'on ne considérera pas le résultat comme un chiffre unique, par exemple, il ou elle a un QI de 122, mais plutôt comme une valeur encadrée dans un intervalle, par exemple, il ou elle a un QI compris entre 117 et 127. Bref, je ne vous embête pas avec cela plus longtemps. L'idée était surtout de dire ici que derrière la belle théorie, il y a l'être humain et donc des erreurs potentielles. Dédé, il a dit potentiel! J'y arrive, Jamy. Je sais, je parle, mais il me semble compliqué de présenter le haut potentiel intellectuel sans passer par tout ce background d'informations sur l'intelligence et les tests de QI. Le critère d'identification du haut potentiel intellectuel, reconnu de façon plus ou moins consensuelle, est le QI supérieur ou égal à 130. Vous constaterez que je parle d'identification et pas de diagnostic puisque le haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble ou une maladie. On retrouve dans ce critère 2,27% de la population. Un signe très distinctif du haut potentiel intellectuel sera la facilité, la rapidité dans les apprentissages, quel que soit le domaine. On peut retrouver éventuellement aussi une grande curiosité et au niveau des tests de personnalité, une grande ouverture aux expériences et aux nouveautés.
Tolérance, exploration, ouverture au sentiment, aux valeurs, aux idées, etc. Et c'est tout! Attends, comment ça c'est tout? Et l'hypersensibilité, l'échec scolaire, la souffrance associée, les troubles. J'y viens. On en a déjà parlé, le HPI baigne dans un océan de préjugés et d'idées reçues. Cela peut notamment s'expliquer par ce que l'on appelle le biais de représentativité. Finalement, les personnes avec un haut potentiel intellectuel qu'on rencontre en consultation sont celles qui viennent avec des difficultés, des besoins d'aide, des troubles associés, etc. Mais qu'en est-il du coup des personnes avec un haut potentiel intellectuel qui vont très bien? Eh bien, on ne les voit pas. Et donc, on n'y pense pas quand on parle de HPI, parce que, justement, dans nos bureaux, on les voit pas. Elles n'ont pas besoin de nous, mais elles existent, et pas qu'un peu. Bref, on va prendre ici 6 idées reçues et les déboîter une par une. Ces préjugés stigmatisants vont mordre la poussière. Allez, on commence avec le classique des classiques. L'hypersensibilité désigne une sensibilité plus élevée que la moyenne aux stimuli émotionnels avec des réponses émotionnelles plus intenses aussi. Pour en savoir plus sur la notion de l'hypersensibilité, vous pouvez consulter le podcast auquel on a participé avec Géraldine, psychologue de l'association. Il est quelque part par ici. Et le lien est dans la description, bien évidemment. L'hypersensibilité est une caractéristique que l'on retrouve chez 15 à 20% des personnes de manière générale. Elle est un mélange de prédispositions génétiques et des expériences qu'on aura vécues tout au long de la vie. Et chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel, on ne retrouve pas plus ces caractéristiques que chez les personnes qui n'en ont pas. Ces 15-20%, c'est pareil dans la population générale que dans la population avec HPI. Il n'y a pas plus de réactivité émotionnelle chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel. À la rigueur, on peut retrouver une tendance à mieux discriminer et distinguer les émotions. On peut observer parfois une hyperexcitabilité au niveau de l'imagination liée à l'intelligence, mais les émotions ne sont ni plus fortes ni plus difficiles à gérer chez les personnes avec un HPI. A noter d'ailleurs, en petite parenthèse, que l'hypersensibilité n'est pas forcément un fardeau et un poids à porter finalement. Elle le devient quand il y a une difficulté à gérer les émotions, qu'on a donc un trop plein d'émotions qui débordent. Et ce sont justement ces personnes-là que l'on accueille en consultation. Ah, c'est une métaphore ambiguë finalement. Pensée divergente, pensée obsédante, désorganisation des idées. Ces types de pensées un peu particuliers vont nécessiter des investigations supplémentaires parce qu'on peut les retrouver dans les obsessions qu'on retrouve dans les TOC, mais aussi dans les ruminations qu'on retrouve dans l'anxiété et la dépression par exemple. Les études vont dans le même sens. Il y a moins d'anxiété chez les personnes avec HPI, ou à la rigueur autant que chez les personnes qui sont non HPI. Il n'y a pas de risque particulier de dépression, sauf, et je dis bien sauf, une tendance qui peut parfois s'expliquer par un besoin de réalisation qui n'est pas assouvi, qui n'est pas accompli, épanoui, comme par exemple dans le milieu du travail. Mais de manière générale, l'intelligence est plutôt un facteur de résilience et donc de capacité à faire face, plutôt qu'un facteur de vulnérabilité. Être intelligent prodigue finalement la capacité à s'adapter aux situations, à faire face aux difficultés et à trouver des solutions. Le sentiment de décalage vient de la différence avec les pairs et du contexte environnemental. Mais la notion reste floue. Déjà, il faut poser les bonnes questions pour savoir en quoi la personne se sent différente, en décalage. Est-ce que c'est lié à l'intelligence élevée ou pas? Si ce sentiment de décalage perdure avec le temps et dans les contextes, il faut se poser la question d'éventuels éléments de personnalité qui viendraient se rajouter à tout ça, parce que le HPI seul n'explique pas pourquoi il y a cette sensation. Au contraire, Jamy. Chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel, les capacités à socialiser, les habiletés qu'on utilise dans les relations avec les autres, sont en général meilleures ou de même niveau que les personnes qui n'ont pas de haut potentiel intellectuel. Je pense ici à la cognition sociale, la capacité à se mettre à la place des autres, à décoder les émotions, la connaissance des codes sociaux et des règles de vie en société, etc. Je me répète, toutes ces dimensions sont égales, voire meilleures chez les HPI que chez les personnes qui n'ont pas de HPI. Lorsque l'on retrouve toutefois des difficultés sur le plan social, il peut y avoir aussi d'autres pistes à explorer. Un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH, une anxiété, une phobie sociale, un trouble anxieux généralisé, un isolement dû aux conséquences d'une dépression. Et comme d'hab, on déroule. Fact! Le QI est corrélé à la performance scolaire et académique. Meilleure et plus élevée est notre intelligence, meilleurs seront nos résultats à l'école. Point.
La question autour d'un environnement peut-être plus adapté, plus stimulant, plus motivant, a tout son intérêt évidemment, mais ce n'est pas ici la question. Ce n'est pas vraiment le message. Bien sûr qu'on peut avoir un haut potentiel et souffrir de dépression ou présenter un TDAH. Bien sûr qu'on peut avoir un haut potentiel intellectuel et traverser des difficultés sur le plan social ou des échecs scolaires par exemple. Bien sûr qu'on peut avoir un haut potentiel intellectuel et être hypersensible. Aussi, à savoir qu'on peut retrouver chez les personnes qui ont un HPI un décalage entre ces capacités intellectuelles et le développement des capacités psychomotrices, émotionnelles, etc. dans l'enfance. On peut retrouver aussi un ennui, un souci de performance, mais le message que je veux faire passer est le suivant, et j'y tiens. Le haut potentiel intellectuel va être identifié, et encore une fois, pas diagnostiqué, ce n'est pas une maladie, un trouble, lorsque l'on présente un QI supérieur ou égal à 130. Cette donnée est d'ailleurs déjà en soi compliquée à appréhender puisqu'on peut avoir des erreurs de mesure dans l'évaluation sur laquelle va jouer le contexte, l'état dans lequel est la personne, la relation avec le thérapeute, etc. Le haut potentiel intellectuel est un facteur de protection pour la vie sociale, la réussite scolaire, la santé mentale et de manière générale la capacité à affronter les situations et à y trouver des solutions. Il arrive évidemment que des personnes combinent un haut potentiel intellectuel avec un trouble du neurodéveloppement comme l'autisme ou le TSA, mais ce ne sera pas la conséquence du haut potentiel intellectuel et on ne retrouve pas plus ces troubles chez les personnes avec un haut potentiel que chez les personnes qui n'en ont pas. Il arrive que des personnes avec un haut potentiel intellectuel soient démotivées, en échec, aient des difficultés à gérer les émotions ou se sentent paumées sur le plan social, mais ce n'est pas typique du haut potentiel intellectuel et ça s'explique par d'autres causes. Il existe des grilles de lecture, des cadres pour explorer les différentes facettes d'une personne en dehors de la seule intelligence. Je ne peux pas ne pas vous parler du modèle MS-HPI, modèle synthétique du haut potentiel intellectuel, proposé par Catherine Cuche en 2014. Cette idée nous dit, en résumé, que le haut potentiel intellectuel correspond à des capacités intellectuelles au-dessus de la norme, interconnectées tout au long de la vie avec des facteurs individuels et environnementaux, des habiletés cognitives sous-jacentes et des domaines dans lesquels l'intelligence, le potentiel, va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Pour respecter la diversité des profils, identifier chacune des situations et ce qu'elles impliquent, il existe des outils et des pistes comme le modèle ISA, proposé par Nathalie Claubert. Rien à voir avec Isa Simpson ni Mona Isa. Ce modèle propose d'aborder la personne et son intelligence autour de 3 grands axes, représentant chacun un continuum. En premier, la construction identitaire. Comment l'intelligence peut-elle être intégrée à l'identité, complètement refusée ou au contraire surinvestie? Ensuite, en deuxième, l'intégration sociale, avec la pression d'intégration sociale et de normalisation, particulièrement forte à l'adolescence. On peut retrouver des comportements allant de la suradaptation aux groupes sociaux à l'isolement au niveau social. Et enfin, 3. L'accomplissement du potentiel. Le potentiel lié à l'intelligence peut être sous-exploité, mis de côté, ou au contraire pleinement investi avec une recherche de performance très élevée. Pour découvrir d'autres outils, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet raptorneuropsy.com. Vous y trouverez des livrets qui reprennent différents tests, échelles et questionnaires, permettant de considérer la personne sous les différents angles qui constituent qui elle est et quelle est son histoire de vie. Nous avons appelé cet outil Smarties parce que... On avait faim. Non. Parce qu'il aborde le soi, les morbidités, les affects, les domaines de réalisation, le travail scolaire, l'intelligence et les habiletés, l'environnement et les savoirs. Smarties. Déjà testé par de nombreuses personnes, nous avons obtenu des très bons retours qui sont très encourageants. Comme d'habitude, c'est gratuit, accessible, partageable, bref, vous en faites ce que vous voulez. Ça fait des années que le haut potentiel intellectuel fait couler beaucoup d'encre, sur le papier comme virtuel. Heureusement, des travaux rigoureux qui utilisent une méthode scientifique sérieuse existent et permettent de remettre un peu les points sur les i. Science, bitch! Avoir un HPI, finalement, c'est disposer de fortes capacités intellectuelles sur le plan de l'intelligence générale, donc logico-mathématique, du raisonnement, de la vitesse, etc. Il est possible de présenter d'autres caractéristiques comme des troubles psychiques, des troubles du neurodéveloppement, de l'hypersensibilité, mais tout ça n'est pas lié au HPI et existe finalement tout autant chez les personnes qui n'ont pas ce haut potentiel intellectuel. Disons-le une fois pour toutes, l'intelligence est principalement une force qui nous confère des habiletés et qui nous permet d'avancer dans la vie.
Je vous laisse méditer là-dessus, mes dinos, et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème de... Ah, vous saurez pas tout de suite. Portez-vous bien, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!